Fréquence Évasion, Midi-Pyrénées, Languedoc-Roussillon, Provence-Alpes-Côte d'Azur. Loisirs, culture, environnement, économie. Sur Fréquence Évasion, l'info dans le Sud est sans limite. Fréquence Évasion, la culture du Grand Sud. Vous écoutez Fréquence Évasion. Dans quelques instants, nous allons retrouver Hugo Frey. À tout de suite. Réactualisez régulièrement toutes vos applications iPhone et Android sur les sites de Fréquence Évasion Radio et Monte-Carlo Azur. fréquenceévasion.com, fréquenceévasion2.com et montecarloazur.com. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Sur Fréquence Évasion, nous sommes en compagnie d'Hugo Frey. Hugo Frey, bonjour et merci de participer à cette émission sur Fréquence Évasion. Bonjour. Alors Hugo Frey, une question traditionnelle. Comment en êtes-vous arrivé à la chanson? Bon, maintenant, tout le monde le sait, quoi. Ma formule, c'est le hasard et la nécessité. Alors, on va commencer par la nécessité. Donc, à l'âge de 18 ans, je me trouve en une situation où j'ai décidé de me rendre indépendant de mon père, avec lequel je ne suis pas fâché d'ailleurs, mais mon père n'est pas d'accord pour financer des études prolongées à l'école des Beaux-Arts. Il voit pas de débouché pour moi professionnel. Pensant que j'allais accepter dans ces conditions-là de travailler avec lui, parce qu'il avait un bureau d'export-import, il m'a dit bon ben non, c'est ça ou rien. Et moi j'ai dit bon ben, d'ailleurs je travaillais quand même une année avec lui pour lui montrer que j'étais pas un méchant garçon. Puis au bout d'un an j'ai dit non, ça va pas, quoi. Et donc je me rends indépendant. À ce moment-là il m'a dit bon ben débrouille-toi. Puis le hasard voulait que j'arrivais d'Espagne, où j'avais passé 3 années importantes de ma jeunesse, où j'ai appris à jouer de la guitare, des chansons en espagnol, de folklore, etc. Donc j'avais un plus, j'avais un joker important. Ça se passe tout ça aux alentours des années 50. Des gens qui jouaient de la guitare, il n'y en avait pas beaucoup dans les rues, ni dans les cabarets. Et donc j'ai tout de suite trouvé du travail et j'ai fait ça en me disant bon ben on verra plus tard, parce que moi je voulais faire l'école des Beaux-Arts, donc je me suis dit bon ben je ferai de la peinture un peu plus tard, quoi. Puis vous voyez, ça a mal tourné, quoi. Donc j'ai été pris par le tourbillon de la vie. Le hasard et la nécessité m'ont propulsé. Et puis j'ai fait mon premier disque 10 ans plus tard, c'est-à-dire aux alentours des années 60, 59, 60. Alors on vous a retrouvé à Monaco grâce au club de la radio. Bah oui, mais ça c'est avant d'être professionnel. Ça c'est parce que pour moi on est professionnel. Pour ma définition, quand les gens disent je suis un amateur ou un professionnel, un professionnel c'est un gars qui gagne sa vie avec ce qu'il fait, quoi. Donc j'ai toujours gagné ma vie avec la guitare, donc j'étais déjà professionnel. Mais le mais important, c'est que quand même dans les années 50, les vrais chanteurs professionnels faisaient des disques. Alors j'entendais à la radio des Yves Montand, des gens comme ça. Et là, je pensais pas du tout rentrer à ce niveau-là, quoi. Et donc, je deviens professionnel par le fait que je gagne un concours du type Starac, qui s'appelait les numéros 1 de demain, et je gagne un contrat chez Barclay, donc comme beaucoup de jeunes aujourd'hui gagnent un contrat chez Universal. Je fais mon premier disque et là je deviens professionnel. Le club de la radio, c'est dans une époque où je n'étais pas du tout persuadé que j'allais faire ça toute ma vie. J'étais vraiment une sorte de nomade. Psychologiquement, j'étais nomade dans ma petite tête. Et j'ai atterri à Monte-Carlo à la suite d'un événement, disons, dramatique, tragique, qui était le décès d'un jeune garçon avec qui je m'entendais très bien, avec qui je travaillais on avait monté un restaurant à Paris, qui était devenu le restaurant branché du tout Paris. Et donc là, je chantais tous les soirs, je voyais des tas de vedettes venir m'écouter, mais qui me disaient « Ah, mais tu vas faire une carrière brillante ». Vous pensez donc, il n'en est pas question. Ma sœur faisait déjà du cinéma, et voilà que ce garçon, avec l'argent qu'il a gagné, parce que notre restaurant marchait très bien, c'est nous qui avons tous les deux lancé, mais alors vraiment historiquement parlant, c'est nous qui avons lancé, et personne d'autre, qui avons lancé le quartier de Saint-Sulpice, où notamment est venu après Castel faire le fameux restaurant, le fameux cabaret, enfin pas cabaret, le club privé de chez Castel, qui va être le club le Select de Paris, qui l'est encore d'ailleurs. Et on a transformé ce quartier de Saint-Sulpice, qui était le quartier
consacré à tout ce qui était liturgique, oui. Et ça va devenir un quartier folklorique où il y a des restaurants qui vont s'ouvrir. Et avec l'argent que nous avons gagné, ce garçon, lui, qui rêvait d'être coureur automobile, il s'est tué avec une petite voiture décapotable qu'il avait achetée, un petit Speedster. Et voilà, et le papa de ce garçon, en mémoire de son fils, a dit: Hugues, je veux que tu continues à travailler, je vais financer un restaurant. Et il a ouvert donc un local qui était en bas de Radio Monte Carlo, boulevard Princesse Charlotte. Et on a ouvert ce petit bar qui s'appelait le Club de la Radio, qui va devenir, parce qu'apparemment j'avais une sorte de magnétisme très fort déjà. Je m'en rendais pas compte à l'époque. Mais de ce local qui était vide, je vais faire le club de la jeunesse de la côte, parce que les gens, les jeunes, 16, 17, 18, 20 ans, ils vont venir de Cannes, ils vont venir de Menton, ils vont venir de partout, de Nice évidemment, de Villefranche, tout partout quoi. Et c'est le club de la radio c'est les débuts de Télé Monte Carlo. Et dans le bouquin là, que je vais sortir prochainement, qui est une biographie de cette époque-là, vous verrez des photos où on me voit face à la caméra avec Mario Benat qui présentait le sport, Canavaggio qui était un réalisateur de l'époque, je me souviens plus du nom de sa compagne qui faisait qui était, comment on appelait ça, la présentatrice. La speakerine. Speakerine, voilà. Ah oui, c'est des très grands souvenirs, marqués aussi par quelque chose de tragique, puisque c'est à Monte-Carlo, quand je suis au club, que je vais apprendre le décès de mon frère à Montréal, ce qui va être me faire rentrer dans une phase très dure de ma vie. Bon, on va oublier les mauvais souvenirs, on va garder les bons. Donc j'ai vécu évidemment le mariage de Grace Kelly. J'ai vécu toute cette époque. J'ai connu Onassis. J'ai été sur le bateau d'Onassis. J'ai été. Je peux vous raconter C'est vraiment, il y a des gens de Monte-Carlo qui m'écoutent là. Oui, nous avons beaucoup d'auditeurs monégasques et beaucoup d'auditeurs du sud de la France, notamment de la Côte d'Azur. Donc ça les intéresse. Vous pouvez y aller. Alors, c'était encore le vieux Monte Carlo avec la vieille gare charmante que je regrette beaucoup quoi. J'ai d'ailleurs une passion. Mon premier 45 tours, je l'ai acheté à Monte Carlo et c'était un disque de quelqu'un que j'adorais, c'est Frank Sinatra. Et j'ai trouvé une photo où on voit Frank Sinatra sur le quai de la gare avec une valise. Il était venu tourner un film, je crois. Je me souviens pas lequel. Et cette photo est magnifique. Et c'est la gare que l'on voit dans le très beau film Les Chaussons Rouges. Je sais pas si vous connaissez ce film. Si, absolument. Ça se passe à Monte-Carlo. Et à la fin, on voit la gare parce que tout se termine dans cette gare qui a disparu malheureusement. J'ai un grand souvenir. Un Grand Prix de Monte-Carlo, c'est Stirling Moss qui va gagner devant Fangio. Et j'ai fait toute la course dans le stand de Manuel Fangio, parce que parlant encore parfaitement l'espagnol, je me suis débrouillé pour être dans le stand. Aujourd'hui, ça ne pourrait pas se faire. Et c'est rare de demander des autographes, mais j'ai un autographe de Jean-Manuel Fangio, et je me souviens très bien de ce Grand Prix, qui est évidemment maintenant historique, quoi. Eh bien, Hugo Frey, nous allons marquer une pause, si vous le voulez bien, sur Fréquence Évasion, et juste après, nous évoquerons Bob Dylan. À tout de suite. Chaque jour, sur Fréquence Évasion Radio, recherche, ovni, paranormal, faits de société, protection de l'environnement et les rendez-vous avec vos stars préférées dans Parole de Stars. Fréquence Évasion, c'est également la voix des sudistes en Principauté de Monaco et dans le Grand Sud. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Dites-nous tout. Dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie d'Hugo Frey. Nous parlions de Monaco il y a quelques instants. Une personnalité qui vous a marqué, c'est Bob Dylan, je crois. Bob Dylan, bien sûr. Oh, j'aurais pu vous parler encore de souvenirs de Monte-Carlo, j'aurais voulu vous dire. Il y avait la sœur de Silvana Mangano qui venait m'écouter. Ah là là, ça c'était quelque chose. Silvana Mangano, Ria Mère. Rizzo Amaro. Bon, alors vous me parlez de Bob Dylan. Oui, Bob Dylan, allez-y, oui. Grand souvenir, New York, 1969.
1961. Un choc émotionnel, musical. Hein. Je comprends pas un mot de ce qu'il chante, mais j'ai compris que j'étais en face on va dire, de quelqu'un de la dimension d'Arthur Rimbaud. Je me prenais pas pour Verlaine, loin de là, mais quand je l'ai entendu, j'ai compris que j'étais en face du plus grand, celui qui allait devenir le poète, le plus grand poète chantant de ce siècle. Moi, je pense quand même que c'est lui qui a le plus marqué. C'est aujourd'hui encore les musiques les plus modernes sont issues de la tradition de Bob Dylan, plus que de Presley, vous voyez. Presley, c'est un magnifique artiste qui a commencé dans les années 55, à l'époque où j'étais à Monte-Carlo. Mais je dirais que des gens qui font de la musique de Presley, maintenant, il n'y en a plus. Ou si, il y a des nostalgiques. Mais que ce soit Renaud, Souchon, Souchon c'est un peu Beatles, mais Goldman, Cabrel, c'est Bob Dylan. 1966, au mois de mars, Palais des Sports, premier concert organisé pour la lutte contre le racisme. Il faut dire qu'en 66, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, ce thème n'était pas très porteur, comme on dit maintenant. La preuve, c'est que nous n'allons pas faire le plein du Palais des Sports. Il y avait Harry Belafonte qui était une vedette internationale. Parmi le public, il y avait Yves Montand, il y avait Simone Signoret, il y avait le professeur Monod, prix Nobel de médecine, il y avait des tas de personnalités, et il y avait donc Martin Luther King. Et ben, malgré tous ces gens, la salle ne va pas être pleine. Alors moi qui suis un peu jeune, 66, je suis déjà vedette, mais je n'ai chanté je crois que je n'ai chanté qu'une chanson, je ne me souviens plus. Mais Harry Belafonte avait tenu à présenter à Martin Luther King, un Français qui était tout naturellement touché par ce thème, ce message de la lutte contre le racisme. Et j'ai d'ailleurs une lettre de remerciement magnifique que je publie dans ma biographie. C'est pas mal, ces biographies. J'ai mis pas mal de documents. Il y a la lettre de remerciement de Martin Luther King. Et on s'aperçoit que 40 ans après, on a beaucoup de travail encore à faire pour lutter contre le racisme aujourd'hui. Oui, mais je vais faire un mais important. Je trouve qu'on n'a pas le droit de dire il faut pas mentir aux jeunes, aux enfants, c'est très important. Or, on pourrait dire que, les foyers de racisme dur se sont déplacés. Ils sont plus aux États-Unis. Aux États-Unis, il faut dire aux gens que c'est pas l'État qui était raciste dans les 50 dernières années. C'est pas l'État, c'était les États-Unis, c'est un États-Unis. Ce sont donc des États-Unis avec des gouvernements, avec des lois qui sont votées par la démocratie. Donc c'est quelquefois le peuple. Il y a effectivement dans le monde des gens qui sont racistes. Mais il faut faire une distinction entre un État raciste, comme était par exemple l'URSS, sous Staline, les Juifs étaient persécutés. On n'avait pas le droit d'enseigner l'hébreu. Il faut le savoir. Staline a tué largement autant de Juifs que son élève, puisque Staline a précédé Mussolini. Le premier, ça a été Staline, après il y a eu Mussolini, après il y a eu Hitler, après il y a Mao, après il y a Pol Pot et les autres, et Fidel Castro. Mais le racisme d'État est terrible. Et je dirais que vous voyez qu'en Afrique du Sud maintenant, il y a un État africain avec un président africain qui était autrefois ségrégationniste et après 30 ans de prison, Nelson Mandela est sorti libre et est devenu président. Donc les gosses d'aujourd'hui doivent savoir que malgré tout, il y a des progrès, quoi. Mais ça veut pas dire qu'il n'y a plus rien à faire, qu'il faut baisser les bras, non. Mais en tous les cas, disons que Martin Luther King, du paradis où il est actuellement, doit se féliciter des progrès qui ont été dans les dernières années. Alors Hugo Frey, en 1968, vous avez été reçu par le général de Gaulle.
Quels sont vos souvenirs de cette époque? Mai 68, c'est pas un bon souvenir, pas du tout. Ah non. Non, c'est pas un bon souvenir parce que j'ai regardé ce qui se passait, puis j'ai dit bon bah c'est un chahut quoi, c'est un gros chahut. Alors aujourd'hui quand je dis ça, je sais que je suis catalogué, on me dit mais pour qui il se prend ce mec-là? Ben, enfin je voudrais savoir qu'est-ce que ce mai 68 a apporté à la France sur le plan social. Ça a apporté sur le plan des mœurs, c'est-à-dire qu'on a appris aux filles qu'elles pouvaient coucher avec n'importe quel garçon parce que maintenant avec la pilule elles risquaient rien. On a appris qu'on pouvait fumer et on pouvait même mettre un coup de poing dans la figure d'un professeur et que c'était l'élève qui avait raison, le professeur qui avait tort. Et on est loin de votre chanson Adieu Monsieur le Professeur. Ah bah non, Adieu Monsieur le Professeur, c'est justement une chanson engagée, contestataire, au moment où Alain Krivine me demandait de prendre la tête du mouvement trotskiste, de devenir le chanteur officiel, que j'ai refusé. À cette époque-là, on s'attendait à ce que je joue la carte de la contestation systématique. Eh ben, c'est pas mon cas. Moi, je suis un réformateur, mais je suis pour une réforme qui est un progrès moral. Or, je ne vois pas ce que mai 68 nous a apporté. Dès que les ouvriers ont eu un peu d'essence et qu'ils ont vu leur salaire un peu amélioré, ils se sont remis au travail. Mai 68, c'était un grand chahut universitaire qui consistait à mettre la France à l'heure des mœurs américaines, avec une sorte de libre, avec plus de liberté sexuelle et des choses comme ça. Vous avez participé à beaucoup d'actions humanitaires, Hugo Frey. Oui. Mais en cela, j'ai rien demandé à personne. Aujourd'hui, je suis beaucoup plus circonspect parce que c'est devenu presque incontournable. Un artiste qui n'a pas son action humanitaire, il perd 50% de sa médiatisation. C'est devenu une agence de publicité, l'humanitaire. Alors, vous voyez, moi, je suis un vrai contestataire parce que je suis à la recherche de la vérité. Et quand je reviens sur mai 68, quand en mai 68 ils dérapaient, ce que je trouve qu'ils ont fait, puisque maintenant les grands leaders de mai 68 sont tous des gens richissimes qui sont passés de l'autre côté de la société, quoi. Il faut dire ce qui est. Eh bien, ils crachaient dans la soupe, ils étaient maoïstes, et puis on voit aujourd'hui les crimes de Mao, c'est épouvantable. Et donc la contestation, c'est permanent, c'est tout le temps. Et c'est en tous les cas souvent contre les idées, la pensée unique et les idées reçues. Ce que j'ai aujourd'hui encore. Aujourd'hui, je suis révolté par les parachutes, les fameux parachutes, là, comment on appelle ça? Les Golden Parachutes. Voilà, ça c'est monstrueux. Les salaires, la différence de salaire entre les hommes et les femmes, c'est monstrueux. Le statut des infirmiers dans les hôpitaux, des infirmières, c'est tout à fait en dessous de ce que ça devrait être. Il y a plein de choses à faire dans la société, mais je suis pas un anti. J'ai pas d'idéologie, moi. Mon idéologie, c'est de rechercher et de dire la vérité tout le temps, quelle qu'elle soit à gauche ou à droite, et de dénoncer le mensonge. Sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie d'Hugo Frey. Alors Hugo Frey, vous avez participé à de nombreuses actions humanitaires, notamment à Chansons sans frontières avec Renaud. Vous êtes parti en Afrique, donc vous êtes parti sur le terrain, voir ce qui se passait. Oui. Eh bien voilà, encore une vérité. Je me souviens que quand Renaud avait écrit sa chanson, on avait eu une petite polémique parce que dans sa chanson, là, il y avait un texte où il parlait de l'Amérique, des États-Unis, le colonialisme qui mettait l'Éthiopie, qui affamait l'Éthiopie. Et je me dis, c'est pas tout à fait ça hein, sur le terrain. C'est pas ça la vérité. La vérité, c'est que il y avait deux chefs marxistes. L'Érythrée, un qui était dans une partie qu'on appelle l'Érythrée, une partie qui était dans l'Éthiopie, avec la Somalie à côté, et qu'ils se faisaient la guerre. Et la famine, elle est venue uniquement, elle a été provoquée par cette guerre. C'est-à-dire que on a concentré des gens dans des régions où il y avait aucune façon de se nourrir, on a séparé les hommes des femmes, les gens se laissaient mourir de désespoir, et c'était pas l'Éthiopie est un des pays qui a été le moins bien colonisé, et il n'y a pas de route. Et quand moi j'ai été en Éthiopie pour porter les camions,
j'ai découvert qu'il n'y avait pas de route. Il n'y avait pas de route, alors il fallait parce que c'est les Italiens qui ont colonisé l'Éthiopie, et ils ont construit une petite route qui va de je sais plus où, enfin du bord de la mer jusqu'à Addis Abeba, 350 km, un truc comme ça. Puis après ça, il n'y a plus de route. Donc les camions, il fallait absolument que ce soit des 4x4, sinon ils passaient pas, quoi. Et j'ai dit à Renaud, après tu peux pas, il faut changer ton texte. Alors il a changé, il a fait cette merveilleuse chanson qu'on a tous chantée et qui ont permis d'acheter des camions. Et voilà, mais toujours la recherche de la vérité. Vous êtes vous-même retourné en Afrique depuis ? Oui, mais pas en Afrique de l'Est. Oui, dans l'Ouest, au Cameroun, où j'ai vu, entre autres, dans des quartiers... c'était d'ailleurs passé à la télévision, on voyait ce pauvre Yannick Noah qui pleurait d'ailleurs quand il a vu ces images des quartiers où on voyait les enfants enchaînés parce que ils suivaient ils étaient à l'école coranique, enfin l'école où on enseigne le Coran, et quand un élève ne travaillait pas bien à l'école, on lui mettait des chaînes aux pieds. Vous voyez, j'ai le courage de le dire aujourd'hui. Il faut le dire, quoi. Pourquoi on va quand même pas cacher ça? C'est clair. Alors, Yannick Noah, qui est métis camerounais, et qui a toujours vécu dans les quartiers, entre guillemets, chrétiens ou protestants, il ignorait qu'à 500 mètres de chez lui, il y avait des quartiers où il y avait des enfants enchaînés, jour et nuit, hein. Et ils pouvaient pas, les gosses de 7, 8, 12 ans, et qui ne pouvaient pas jouer au football, ni pour aller aux toilettes, enfin vous imaginez. Et ben ce genre de choses, vous voyez, ça reste pour moi fondamental, quoi. Si on n'a pas la force de dire, de dénoncer les travers de toutes les religions, qu'elles soient catholiques, juives, protestantes ou islamistes, si on n'a pas le courage de dire, de dénoncer cela, on fait beaucoup de mal. Par rapport aux histoires de religion, ce qui s'est passé aux États-Unis, l'histoire, je veux parler des tours jumelles, c'était un choc aussi. Oui, vous savez, je vais vous donner un truc. Donner un truc. Moi, je cherche vraiment à comprendre les choses. Quand Napoléon Bonaparte est parti pour porter la guerre à Moscou, il est parti avec 400 000 hommes. Et quand il est arrivé à Moscou, ils avaient marché à pied, évidemment. Il y en a 200 000 qui étaient morts. La moitié de son armée était morte. Et de quoi ils étaient morts, à votre avis? Je suppose qu'ils sont morts de froid. De chaleur. Il faisait plus chaud qu'en Égypte. Alors peut-être qu'il faut réfléchir un peu avec la météo d'aujourd'hui. Deuxièmement, il y a l'incendie et Napoléon décide de revenir en France. Ils étaient partis 400 000. Combien ils sont arrivés en France, à Paris, quand ils sont rentrés? 20 000 à peu près, je suppose. 10 000. Voilà, ça fait donc 390 000 morts. Ça fait à peu près le même chiffre que pour la bombe atomique. Ça fait à peu près le même chiffre que le bombardement de Dresde. Vous voyez comment il faut essayer de relativiser, surtout qu'à l'époque, les Français, il y avait 3 millions de Français qui parlaient le français pour 30 millions d'habitants. La France était le pays le plus habité, le plus occupé par les hommes du monde. Et alors, vous voyez comme tout ça c'est intéressant à dire, quoi. J'ai dit ça par le 11 septembre. Le 11 septembre, il y a ces 3000 personnes qui sont décédées. C'est terrible pour ceux qui ont perdu un frère, ou une sœur ou un parent. Mais c'est 3000 personnes. Vous comprenez ce que je veux dire? Voilà, j'ai voulu dire ça. Et grâce à cet incroyable happening, puisque on pourrait le considérer comme ça, Monsieur Ben Laden, il a ouvert les yeux aux hommes. Il leur a dit attention, voilà ce qu'on peut faire, voilà ce que la société que vous construisez peut provoquer, engendrer. Finalement, si vous voulez, moi qui suis un positiviste, j'essaye de voir dans toute action quelle est la conséquence positive. Eh bien, je dis que le 11 septembre n'a rien changé dans ma vie. Je savais très bien que ces choses-là devraient arriver. Et je vous rassure, elles arriveront encore et multipliées par 100. Ne faisons aucune illusion. Mais l'homme doit continuer à croire en l'homme et essayer de progresser pour lutter contre ça. Hugo Frey, on va marquer une pause, si vous le voulez bien, sur Fréquence Évasion. Et juste après, nous parlerons de l'amour que vous avez pour les chevaux. À tout de suite.
Chaque jour sur Fréquence Évasion Radio, vos rendez-vous quotidiens. Écoutez Fréquence Évasion en téléchargeant l'application iPhone ou Android et retrouvez-nous sur www.fréquenceévasion.com. Infos, chroniques, interviews et détente. Fréquence Évasion Radio, dites-nous tout. Fréquence Évasion. Fréquence Évasion. Nous sommes de retour sur Fréquence Évasion, toujours en compagnie d'Hugo Frey. Nous allons parler de l'amour que vous avez pour les chevaux, notamment aussi des problèmes de la planète. Vous avez créé une chanson qui s'appelle La Terre est si belle. Je suppose que c'est pour alerter la population, pour alerter les pouvoirs publics. Oui, vous savez, on peut pas s'empêcher de dire ce qu'on pense. Quand on est chanteur comme moi, et qu'on n'a pas, moi mon talent il est très très limité. Non mais je dis j'ai une émotion, alors je la traduis. Je vois un enfant qui pleure, ça m'inspire une chanson parce que bon moi ce qui compte le plus moi c'est les enfants, c'est le regard des enfants. La plus belle chose du monde pour moi c'est le rire d'un enfant. Et la chose la plus terrible, c'est les larmes d'un enfant. Alors, sauf quand ce sont des larmes de crocodile. Bon, mais les vraies larmes d'un enfant c'est terrible. Alors donc, moi, j'ai jamais écrit de chansons pour enfants, mais j'écris des chansons avec un cœur d'enfant. Et donc, quand j'ai écrit Stewball ou La Terre est si belle, c'était parce que j'avais éprouvé une émotion. Et comme je dis dans cette chanson, je m'adresse à un moment donné aux savants, toi qui connais les fleuves, je sais plus comment je dis, les volcans. Eh ben parce que moi j'ai mieux écouter ce que dit Claude Allègre aujourd'hui. Nous avons en France un monsieur qui est un scientifique et sur le réchauffement de la planète, il nous donne des informations qui sont pas les mêmes que celles de José Bové. Je suis obligé de vous le dire. Hein. Alors, qui c'est qu'il faut croire ? Oh, certainement que José Bové est plein de bonne volonté et certainement, je pense pour lui qu'il est très honnête, mais peut-être qu'il n'a pas les mêmes informations parce que malheureusement, moi je suis pas partisan ni l'un ni de l'autre. Mais en tous les cas, je peux vous dire qu'ils disent le contraire l'un de l'autre. Vous comprenez ? Alors, que vos auditeurs, qu'ils soient de Monaco ou d'ailleurs, réfléchissent à ce que je leur dis. Écoutez, les deux sons de cloche, s'il vous plaît. Alors Hugo Frey, vous avez une véritable passion pour les chevaux. Vous avez fait la route du sel, vous avez créé des spectacles autour du cheval. C'est vraiment quelque chose qui vous passionne. Oui, parce que quand j'étais petit garçon, à l'âge de 11-12 ans, alors que je m'estimais, si vous voulez, j'étais très complexé, gaucher, très timide, un peu dyslexique, etc., très en retard sur le plan scolaire. En montant à cheval, un jour, quelque chose a changé en moi. Je suis devenu, les gens me respectaient, m'admiraient, disaient, bah, je gagnais tous les concours, j'étais le meilleur cavalier de l'école. Et j'avais des prix, quoi. Et alors d'un seul coup, grâce au cheval, je me suis intégré dans la société des hommes. Et je le dis tout le temps, les enfants ont besoin d'animaux, quoi. Dans la biographie dont je vous ai parlé, il y a une carte postale que j'ai envoyée à mes grands-parents. Alors c'est marrant parce que j'ai regardé mon cher bon papa, chère bonne maman, ou cher papa, chère maman, je sais plus. Je m'amuse bien avec, je me souviens plus du nom. Et alors je parle d'un chien, d'un chat, d'une chèvre, je sais pas que des animaux, d'un lapin. Et tous mes amis, c'est des animaux. Et à la fin je dis, je vous embrasse bien fort. C'est ça la carte postale à mes grands-parents, c'est ça. C'est ça que je dois aux chevaux et aux animaux. Alors les spectacles que vous avez créés autour du cheval sont assez nombreux. Est-ce qu'on pourrait en citer quelques-uns ? Est-ce qu'on pourrait parler de quelques-uns de ces spectacles ? Ah ben écoutez, je peux pas vous décrire parce que ce sont des scénarios qui sont un peu, c'est des histoires. Je dois vous dire que le fameux Zingaro Bartaba en France qui tourne un peu dans toute l'Europe, qui a fait de très beaux spectacles équestres. J'ai écrit des spectacles équestres avant lui. J'ai pas bénéficié de la même publicité, de la même médiatisation, mais j'ai pas attendu Zingaro pour avoir des idées originales. Mais cela dit, je l'admire et je le respecte. Mais disons que dans cette interview, je fais le vœu que j'aimerais monter un spectacle équestre comme je l'ai fait à Saumur, comme je l'ai fait à Bruxelles, comme je l'ai fait un peu partout, mais jamais
dans une grande salle, comme je pourrais le faire à Paris. La mer vous passionne également, on vous retrouve avec un album Chacun sa mer. C'est aussi une de vos passions, la mer. Alors, il y a deux choses à dire. La première, c'est que Aufray, c'est un nom breton, c'est mon nom, c'est un nom breton, mais la deuxième chose à dire, c'est que je suis un petit garçon qui a souffert beaucoup du froid dans l'eau. Quand je me baigne, j'ai froid. Et j'ai toujours claqué des dents quand j'étais petit. Dire que j'aime la mer, c'est pas tout à fait exact. La mer me fascine. Elle me fait peur et en même temps elle m'attire. Un peu comme la possibilité de fuir. C'est-à-dire qu'à un moment donné dans ma vie, quand j'avais 17, 18 ans, 19 ans, quand j'ai vu qu'avec mon père ça ne marchait pas, j'ai envisagé de quitter la France. Et pour quitter la France, pour moi, c'était l'Ouest. On ne va pas vers l'Est, on va vers l'Ouest. Il y avait d'un côté il y avait les États-Unis, de l'autre côté il y avait l'URSS. Mon choix a été fait et entre la France et les États-Unis il y a l'océan. Donc Santiano est né de là. Mais je préfère les rivières et les fleuves à la mer. Ça je l'ai jamais dit dans aucune chanson et je vous le dis aujourd'hui. Je suis fasciné par... Vous savez, moi, mon papa, bonne maman, était du Lot-et-Garonne, et la propriété de mon grand-père donc était à l'endroit où le Lot se jette. C'est un petit jeune homme, le Lot, se jette dans les bras de la merveilleuse femme qu'est la Garonne. Et donc, avec mon frère, on remontait le Lot, on rentrait dans l'eau, et on se laissait porter par le courant. Et à un moment donné, on arrivait dans la Garonne et on descendait, on se laissait porter par le courant jusqu'à la maison de mes grands-parents. Et ça, c'est quelque chose qui me manque beaucoup. Alors Hugo Frey, vous êtes apprécié notamment par les adultes, par toutes les générations, mais principalement aussi par les enfants. Quand on va en colonie de vacances, on chante du Hugo Frey. Comment peut-on expliquer ça? Bon, vous savez, moi je suis un peu comme le vin, quoi. Peut-être que je m'améliore en vieillissant, je pense d'ailleurs. Donc je joue mieux de la guitare, je chante mieux. Puis peut-être que quand même la clarté et la simplicité de mes chansons commencent à perdre cette connotation un petit peu simpliste qui consistait à dire bon, Frey, c'est le boy scout de la chanson, quoi. Il chante des trucs un peu primaires, quoi. Le fait de dire que la terre est belle, ça faisait rigoler les gens il y a 30 ans, ça les fait rigoler moins maintenant. Donc, j'ai pas changé de costume, la couleur de mes cheveux a changé, mais c'est la seule chose. Rien n'a changé en moi, et c'est le temps qui a changé, je crois que la nouvelle génération est en train de me rejoindre. Alors Hugo Frey, comme Pierre Perret, vous avez des écoles qui portent votre nom. Je vais vous poser la question suivante, comme on l'a fait pour Pierre Perret. Qu'est-ce que ça fait d'avoir des écoles qui portent le nom d'Hugo Frey? Moi, en ce qui me concerne, c'est des petites écoles, c'est des écoles pas maternelles, après c'est comment on le sait. Oui, des écoles primaires. Je veux dire, la petite école, la grande école. Ma petite fille, quand elle était à la petite école, elle disait, papa, l'année prochaine, je serai à la grande école, quoi. Puis voilà. Ils nous emmerdent avec des chiffres, des CPE, tout est chiffré maintenant. Je déteste ça. Donc, qu'est-ce que ça fait? Moi, je suis content d'avoir des écoles où il y a pour des enfants comme ça de 7, 8, 10 ans, quoi. Et sachez une chose, c'est que quand une école porte mon nom, c'est parce que les élèves ont choisi mon nom à la suite d'un vote démocratique. Voilà. Je n'accepte pas qu'une maîtresse, enfin je sais pas, une directrice d'école décide de donner mon nom sans avoir consulté les enfants. Où se trouvent-elles aujourd'hui les écoles Hugo Frey? Un peu partout, et il y en a. Il n'y en a pas des masses, parce que vous savez, j'en ai refusé beaucoup, hein. Parce que j'ai reçu des lettres d'une dame qui me disait, j'ai décidé que, parce que j'aime beaucoup vos chansons, j'ai dit non, vous réunissez les enfants, vous leur faites écouter Pierre Perret, XY, Hugo Frey, j'en ferai tous ce que vous voulez, puis ils choisissent. Moi, je suis démocrate à fond, quoi. Je respecte beaucoup le choix de la majorité. Alors pour terminer, est-ce que vous avez des projets, Hugo Frey? Je n'ai que ça. Continuer à m'améliorer, essayer d'être mieux, chanter mieux,
plus juste, jouer mieux de la guitare, monter des bons spectacles. Et puis, il va falloir que je m'attache aussi à la deuxième partie de ma biographie, parce que là, le bouquin qui sort maintenant, qui accompagne le disque que je viens de sortir, ça me mène jusqu'à l'âge de 60 ans. Bon, j'ai dépassé, mais si vous voulez, alors, disons que là, vous avez les 50 premières années de la vie d'Hugo Frey, volume 1, et le volume 2, c'est les 50 prochaines années d'Hugo Frey. On peut le trouver absolument n'importe où, ce livre. C'est ce qu'on appelle un beau livre. Alors, je vous préviens, quand on dit un beau livre, ça veut dire que c'est un livre qui est un peu cher, quoi. Il y a 180 photos dedans, d'illustrations, avec les parents, mes grands-parents, moi quand j'étais petit, ma première communion, mon premier cheval, ma première voiture, j'allais dire ma première femme. Voilà, et les enfants et tout, il y a tout le monde. Hugo Frey, vous avez peut-être aussi des concerts en prévision partout en France, et notamment dans le sud de la France, sur la Côte d'Azur, à Monaco. Sait-on jamais? On va terminer sur Monaco. Alors Monaco, je ne sais pas quand, mais sachez que le prince, un jour j'ai chanté pour le prince, le jeune. Il y avait son papa encore, il y avait son père. Et il m'a fait un aveu, il m'a dit quand j'étais petit garçon, que pour m'endormir, ma nurse me chantait Stew Ball, ou enfin elle faisait écouter le disque et il pleurait. Et donc ce jour-là, j'ai chanté Stew Ball en présence du prince et il a pleuré. Et donc dans mes projets, puisque dans les projets c'est de revenir à Monaco, chanter pour le prince et puis une fois encore essayer de toucher son cœur. Eh bien Hugo Frey, merci d'avoir participé à cette émission sur Fréquence Évasion et à très bientôt. Au revoir. Merci de votre accueil et de m'avoir laissé m'exprimer. Je pense qu'il y a beaucoup de gens qui vont être étonnés de ce que j'ai dit. Alors oui, ils vont découvrir un Hugo Frey qu'on ne connaissait pas. Voilà. À bientôt, au revoir. Fréquence Évasion.